Taux d'usure qui augmente, taux d'emprunt à 4%, recul du pouvoir d'achat des Français. Les amis, c'est la merde. Comme dans l'immobilier, il faut avoir une stratégie d'investissement. En fait, le financement, c'est la même chose. Il faut définir votre stratégie de financement. Le cheminement du financement, c'est un cycle. On va tout le temps passer par les mêmes étapes. Une fois que vous avez défini votre projet, d'abord, vous vous préparez. C'est-à-dire qu'il faut absolument prioriser l'aspect financement avant même votre projet immobilier. Donc, quand on analyse sa situation, parce que beaucoup de personnes nous posent toujours la même question, finalement, c'est quoi ma capacité d'emprunt aujourd'hui? Alors du coup, comprendre les règles du jeu, c'est ça. Il faut d'abord comprendre l'œil du banquier est vraiment différent de l'œil de l'investisseur. Alors une fois qu'on a compris les règles du jeu, on a fait la photo de sa situation, on est a priori en mesure de définir son projet, puisque on connaît la situation bancaire, l'environnement bancaire, les normes bancaires aujourd'hui, et puis on a déterminé son propre scoring bancaire. C'est à quoi s'en tenir, qu'est-ce que je peux faire. De là, on va pouvoir décliner un projet. L'idée c'est qu'il soit défini dans toutes ses composantes en fonction du financement. Ce sera pas exclusivement en fonction du financement, mais en tout cas il va vous guider sur plusieurs aspects. Déjà, la capacité d'endettement, votre capacité d'emprunt, elle va déterminer une fourchette de montant que vous allez pouvoir solliciter. Ensuite, on en a parlé, la durée. Si je vais sur un projet locatif standard, je vais pouvoir solliciter 15 ou 20 ans. Donc, quand je sollicite, déjà, je sollicite les meilleures conditions que je souhaite, mais qui rentrent dans les normes. Ensuite, il y a les travaux. Quand on va vers une banque standard, l'enveloppe de travaux va dépendre du partenaire bancaire que vous allez pouvoir solliciter. Pourquoi? Parce que, je reviens toujours au début, vous allez me dire je radote, mais en fait, c'est une question de risque. Si vous achetez un bien avec, dans une enveloppe globale de 150 000 euros, 50 000 euros de travaux, ça fait déjà 33% du montant de votre projet. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, quand vous déterminez votre stratégie, votre projet, vous allez aussi déterminer quelle proportion de travaux vous allez être en capacité d'inclure dans votre financement. Si vous avez vu votre situation, vous avez vu les conditions bancaires, vous savez que on peut pas aller au-delà de 10, 20, 30% de travaux en proportion de la valeur d'achat, ça veut dire que si vous trouvez un projet avec beaucoup de travaux et qui vont au-delà, il faut savoir que vous allez devoir faire de l'apport. Tout ça pour dire que les travaux, c'est quand même assez important dans la définition de son projet en lien avec le financeur, la banque. La localisation, parce que si j'achète auprès de chez moi, c'est tout simple en fait. Je vais pouvoir aller voir le banquier à côté de chez moi. Donc je vais pas aller voir la même banque en fonction de la localisation de mon projet. Donc la localisation de mon projet, elle détermine ma stratégie de financement. Ça rentre dans votre projet. Ensuite, il va y avoir la façon dont vous allez exploiter votre bien immobilier. Vous allez peut-être vouloir faire la courte durée. La courte durée, c'est trop rentable. La banque, elle va dire, mais c'est trop rentable votre histoire. Je ne prends pas en considération vos revenus locatifs futurs. Parce que c'est une activité commerciale, donc c'est variable. Nous, on sait très bien qu'en fait, c'est extrêmement rentable et c'est extrêmement intéressant. Par contre, je vais peut-être pas dire à la banque, j'ai le projet de faire la location courte durée. Je vais lui présenter ce qu'elle attend. Elle attend un projet bien cadré, sécurisé, sur lequel elle va pouvoir baser ses calculs de revenus futurs. Elle va prendre en considération les loyers que vous allez générer sur votre projet. Mais si vous présentez la courte durée, déjà, elle va vous passer tout à zéro. Donc c'est pas votre intérêt. Vous avez plutôt intérêt à dire, j'ai ce projet d'investissement immobilier, la valeur locative de ce bien, c'est, je dis n'importe quoi, c'est 900 euros par mois. Elle va prendre en considération dans votre calcul. Après, vous êtes libre de changer d'avis, c'est-à-dire vous dites, je démarre en meublé, mais vous pouvez tout à fait dire, finalement, c'était plus opportun pour moi de l'exploiter en courte durée. Vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez. C'est absolument pas interdit par les contrats que vous signez avec la banque. Donc, définir ce projet, ça recouvre un scope assez important en 2 points. Donc, c'est vraiment la rencontre entre votre projet personnel et les normes bancaires, tout simplement. Alors, une fois qu'on a défini son projet, Ludo, il faut qu'on s'organise. Tout à fait. Donc l'idée, dans le cercle que j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, est question d'anticiper et de prioriser cet aspect du financement. Et la première chose à faire, en fait, finalement, c'est d'être tout le temps prêt. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre dans le financement. On nous demande toujours les mêmes papiers. Il y a toujours le même process. On peut avoir des dossiers de présentation identiques pour lesquels on va changer juste de projet parce que sa situation personnelle, on va la figer dans le temps. On va pas changer de métier tous les 3 mois. On va pas divorcer ou se marier tous les 3 mois. Donc, l'idée, ça va être qu'on va pouvoir préparer les choses à l'avance. Il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut anticiper. Donc, le fait, c'est de toujours être prêt parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir enclencher ces demandes de financement. D'autant plus que ça va vous donner une image de professionnel organisé. Et en fait, vous avez besoin qu'on vous prenne au sérieux. Dans l'anticipation, il faut déjà identifier les étapes. Donc, comme on le disait, anticiper, c'est d'abord s'occuper du financement. Donc,
Donc, la première chose que vous faites quand vous avez un produit immobilier, c'est constituer votre dossier bancaire, préparer vos dossiers de présentation. Avant de signer les compromis, vous êtes déjà en recherche de financement, vous êtes déjà en train de démarcher les banques. Et ensuite, vous négociez les écritures du compromis pour les meilleures conditions possibles. Et surtout, dans cet aspect de préparation et d'anticipation, l'objectif, ça va être de se vendre soi. Il faut savoir qu'en fait, un banquier, il a entre 400 et 700 personnes en portefeuille. C'est-à-dire que au quotidien, il va gérer un portefeuille de 700 clients. Pour une banque de détail classique, ils ont absolument pas de temps. Donc l'idée, c'est de pouvoir présenter votre meilleur profil, non seulement sur le papier, mais aussi dans la réalité. Et donc quand je dis être pro, et c'est la petite image là qu'on voit avec le monsieur qui donne sa carte, c'est vous êtes réactif, organisé, vous anticipez les besoins de votre interlocuteur, vous comprenez sa situation, mais en plus vous êtes sympa. Et là, vous organisez au niveau humain le lit d'une excellente négociation. Parce que si vous présentez bien, que vous êtes réactif, vous faites gagner du temps, vous remerciez les gens, vous allez avoir en face de vous un partenaire financier qui va avoir envie de vous défendre, qui va monter, pour lequel il va être assez ouvert à la négociation. La réussite, ça se joue sur l'humain et sur le matériel. Le matériel, j'entends l'organisation des papiers, la connaissance des différentes étapes du processus d'achat immobilier et du financement, etc. Globalement, vous avez le lit pour protéger votre trésorerie. Parce que dans l'effet du financement et dans les conditions actuelles, le grand enjeu pour réinvestir derrière, en fait, il va falloir organiser votre négociation de façon à avoir les meilleures conditions bancaires avec un de ces objectifs qui sera de protéger votre trésorerie. Et ce sont les enjeux. C'est-à-dire, 1, obtenir un financement, 2, les meilleures conditions. Et si vous protégez bien votre trésorerie, vous avez des chances de pouvoir repartir à la suite. C'est assez important. Et puis surtout, protéger la trésorerie, c'est aussi se protéger des imprévus. Et se protéger des imprévus, c'est, par exemple, vous allez négocier une enveloppe travaux un peu plus importante pour prévoir on sait tous qu'en faisant des travaux, quand on enlève les placos, des fois il y a des surprises, des mauvaises en général. Vous pouvez avoir des appartements qui ont, en location courte durée, vous avez un gros dégât des eaux, du coup vous pouvez plus louer, donc vous avez moins de rentrées. La protection de la trésorerie, elle est essentielle dans la gestion de votre risque d'investisseur. Et donc, un des plus grands objectifs de post-financement, c'est évidemment, oui, avancer sur les projets, mais vraiment aller chercher le détail pour protéger sa trésorerie. Donc, s'organiser, prioriser, après l'offre d'achat, avant l'écriture du compromis, et après, évidemment, tout ce qu'on peut activer dans les clauses des contrats pour augmenter son cash flow, abaisser son risque, protéger sa trésorerie, mieux se réorganiser, et ensuite être en capacité éventuellement de repartir pour continuer ses projets personnels et atteindre ses objectifs financiers. Sur l'aspect de protection de la trésorerie, c'est un outil qui est assez commun mais pratique pour nous. C'est tout simplement l'acte en main qui vous permet en fait de limiter l'apport, c'est-à-dire de ne pas apporter la quote-part qui correspond aux frais de notaire, puisque on les englobe dans le montant de l'acquisition. Pour la banque, en fait, vous n'achetez pas un bien à 100 000 euros avec 7 000 euros de frais de notaire, vous achetez un bien à 107 000 euros et vous n'avez pas de frais de notaire. Donc ça change en fait le montage du prêt, tout simplement. Ça diminue votre apport potentiel, puisque cette partie-là, c'est le bien. Donc il n'y a pas de raison de l'apporter, puisque c'est inclus dans le prix. Voilà. C'est pas une supercherie en fait. C'est pas du tout une supercherie. En fait, je peux vous donner un parallèle en fait très concret. Vous achetez un appartement en Pinel, d'accord, un programme de défisque neuf. Souvent ils vous disent frais de notaire réduits, nanana, ou carrément on vous offre les frais de notaire. Grand prince. En fait, pas du tout. Ils les incluent dans le prix. Les actes que nous on a quand je faisais des montages de prêt, maintenant j'ai arrêté, mais c'est des actes en main, tout simplement. C'est pas du tout une supercherie. Hein. C'est juste que c'est une façon de rédiger là que les notaires, une partie des notaires, en tout cas ceux qui sont qualifiés, connaissent, qu'ils appellent contrat en main ou acte en main, c'est la même chose. C'est juste une façon différente de rédiger les actes. Est-ce que vous pouvez donner peut-être 2-3 choses pour bien rédiger un contrat acte en main? La première chose, il faut savoir en fait ce que lit le banquier. Il y a la technique d'écriture et il y a l'histoire que l'on raconte. Comme à chaque fois, il y a plusieurs voies qu'on peut suivre. Dans les techniques d'écriture, il y a une chose que font les banquiers. Déjà, ils n'ont pas le temps de lire. Puis les contrats se ressemblent un peu. On a un peu tout le temps les mêmes clauses. Donc, ils ont besoin de 2 informations. La première, c'est le prix. La deuxième, c'est le montant des frais de notaire. Moi, souvent, je demande une rédaction d'acte en main où on voit le prix et dans un paragraphe différent, on voit le montant des frais de notaire. Tout est marqué noir sur blanc. En fait, l'idée, c'est de présenter les informations qu'ils recherchent. Ensuite, la deuxième chose, autour de l'histoire, j'ai bien négocié. Et plutôt que de baisser le prix, le vendeur a accepté de prendre des frais à sa charge. Donc, je n'ai pas de frais de notaire. Ça marche à tous les coups. Moi, j'ai utilisé C'est vrai, en plus, techniquement, un acte en main, c'est des frais.
c'est à charge vendeur. Ils sont souvent des fois surpris, mais si tu arrives avec une certaine assurance, voilà, il y a tout ça qui joue. Faut aussi le dire. Tout à l'heure, tu as parlé d'humain, de relationnel. Ça joue, la confiance en soi, comment tu amènes les choses. Mais effectivement, ça, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser. C'est de effectivement dire que vous avez négocié avec le vendeur qu'il prenne en charge les frais de notaire. Ce qui correspond à une baisse de prix globale. Parce que normalement, dans un acte en main, comme les frais sont à charge vendeur, en fait, il n'y a pas toujours le détail des frais de notaire. En fait, le manque de cette information, c'est une des raisons que les actes en main sont mal rédigés. Il faut juste penser que le banquier n'obtient pas l'information qu'il souhaitait pour la constitution de dossier, la compréhension du dossier. Du coup, il va se mettre à rechercher et à douter. Une question entraîne un doute entraîne un risque. Une fois qu'on a fait tout ça, on va se lancer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir face à une difficulté dans le parcours? Qu'est-ce que je fais si les conditions qu'on me propose, en fait, c'est pas exactement ce que je voulais? Je fais, je prends ou je prends pas? Est-ce que je peux pas essayer de négocier un truc en plus qui va peut-être faire passer mon montage en cash flow positif? Est-ce que je peux pas orienter les choses ou choisir tout simplement entre deux propositions qui me sont faites, laquelle je choisis? Quand vous allez dans le feu de l'action, en fait, vous allez avoir besoin qu'on vous aide, qu'on vous épaule. Et pour ça, pour s'adapter, en fait, à la réalité du terrain, il faut être bien entouré tout simplement. Donc il faut pas hésiter à constituer déjà votre équipe, votre notaire, votre comptable à qui vous posez des questions. Et puis aussi, vous pouvez aussi rejoindre des communautés avec lesquelles vous allez partager vos questions et vos expériences qui vont tout simplement être heureuses de partager ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Et puis, vous donner leur avis. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le recul de quelqu'un d'extérieur à notre dossier pour pouvoir prendre une décision. Donc en fait, c'est une question de pouvoir s'adapter, mais seul, généralement, on peut se retrouver un petit peu coincé, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action, à décider, en fait. Passer la dernière marche. Ça vous permettra aussi de voir si vous devez mettre en concurrence. Donc il faut, quand vous êtes sur le terrain, il faut s'adapter, mais pour ça, il faut vraiment compter sur les autres pour vous aider. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, la théorie que vous pouvez apprendre des normes bancaires d'aujourd'hui, j'ai parlé à la fois de normes strictes, mais j'ai aussi parlé d'exceptions. Et en fait, l'idée, c'est une fois que vous connaissez bien vos capacités, les conditions, vous avez la théorie, et bizarrement, quand vous arrivez sur le terrain, il n'y a rien qui se passe comme prévu. C'est vrai que ça devient difficile. On est devant des choix cornéliens. J'ai eu des cas où, par exemple, j'avais un bien en ligne de mire qui était sans travaux, entièrement loué. Donc, on va dire, il n'y avait aucun déficit possible. Il fallait absolument que je l'achète dans une société pour pouvoir amortir. Sinon, fiscalement, j'étais en cash flow négatif en nom propre, j'étais en cash flow positif en SCI, à l'impôt sur les sociétés. Le banque me dit, je ne peux vous financer en nom propre. Voilà, c'est ça, en fait, s'adapter. C'est dire, je prends pas. Est-ce que je dois voir ailleurs? Comment je réagis? Il me reste plus beaucoup de temps. C'est la seule banque qui me suit. Je prends pas, etc., etc. Et des cas comme ça, j'en ai beaucoup à titre personnel et au titre des clients. On essaye d'adapter la réalité aux objectifs et puis on essaie de se caler en disant c'est acceptable ou pas. Et on a des tas de petites décisions comme ça qui s'accumulent et de temps en temps des grands dilemmes. Vraiment, c'est toute la difficulté de la démarche immobilière en réalité. Tout se joue à ce moment-là.